N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, la géniale. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à qui veut la prendre. Notre invité ce matin, Jerry Tama, président national du Nouvel Engagement Togolais Net. Avec lui, nous reviendrons sur le processus électoral tel que conduit aujourd'hui par le gouvernement de Faure Gnassingbé et la Commission électorale nationale indépendante. La coalition de 14 partis de l'opposition a déjà affiché clairement ses intentions de boycott si les conditions ne sont pas réunies. Elle a d'ailleurs appelé les Togolais et ses militants à ne pas répondre favorablement à l'opération de recensement telle que décidée par le gouvernement. Les élections au Togo pourront-elles apporter finalement la paix et la stabilité souhaitées? On va en parler. Et vous aurez aussi la possibilité d'intervenir dans l'émission à partir de 12h15 pour réagir et interpeller notre invité sur le sujet. Bienvenue. Alors, juste vous dire, avant de retrouver notre invité, que dans les kiosques ce jeudi, vous avez le journal Écho du pays, il y a la Nouvelle Tribune, Flambeau des démocrates, vous avez le journal Le Perroquet, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, il y a la Nouvelle qui est aussi dans les kiosques ce matin, vous avez le journal Le Bâtisseur, et puis il y a un dernier avec nous, c'est Chronique de la semaine. Et nous avons avec nous, comme annoncé, Jerry Tama. Bonjour Jerry Tama. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir, vous savez bien d'être avec vous. Vous êtes un homme politique, vous êtes aussi un chef d'entreprise. Comment est-ce qu'on marche aujourd'hui quand on regarde l'économie de notre pays? Écoutez, vous avez assez curieusement un double volet de l'économie togolaise. Sur le plan macroéconomique, les indicateurs sont très intéressants. Nous arrivons à dégager quand même une croissance, un chiffre qui tourne autour de 5%. Et comme vous le voyez, nous sommes régulièrement élus à plusieurs initiatives internationales. Le Doing Business sur lequel on a décroché beaucoup de places en avant, le MCCD, le port autonome de Lomé qui devient le premier port de l'Afrique de l'Ouest. Donc sur le plan macroéconomique, les chiffres sont intéressants, mais il est évident qu'au niveau de du panier de la ménagère, au niveau des entreprises privées, les petites et moyennes entreprises, c'est plutôt très difficile. Et aujourd'hui, les chiffres de toute façon sont assez implacables. Plus de 55% des Togolais vivent sous le seuil de la pauvreté, sachant que bien entendu une bonne économie est impulsée par une bonne santé des entreprises. Donc aujourd'hui on peut comprendre qu'on a deux poids deux mesures en ce qui concerne l'économie togolaise. Alors s'il faut trouver un bouc émissaire, non, qui est le responsable de tout ça? Le responsable, c'est le gouvernement. C'est lui qui est en charge non seulement de conduire la politique du pays et la politique, bien entendu, économique du pays, mais de s'assurer que la répartition des ressources est d'abord de façon horizontale, même si elle n'est jamais nulle part dans aucun pays. Mais c'est surtout de s'assurer que ce levier important qu'est l'entrepreneuriat des jeunes soit sérieusement un levier pour la création de richesses. Parce que quand vous regardez, il y a beaucoup d'incantations, il y a beaucoup de projets qui sont lancés ça et là. À la fin de l'année, on vous présente régulièrement des chiffres de nombre d'entreprises créées, ainsi de suite. Mais vous vous rendez compte que malheureusement, on ne vous fait pas sortir le chiffre de nombre d'entreprises qui ferment. Parce que parfois, on a l'impression même qu'il y a plus d'entreprises qui ferment, qui ouvrent. On pourra même demander à tout le monde de regarder dans son quartier, partout. On se rend compte que il y a beaucoup d'entreprises, surtout sur le secteur formel qui ouvre et qui ferment assez rapidement, et remplacé par le secteur informel qui, malheureusement, occupe 70% de notre économie. Mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas souvent au niveau du net? Non, je pense que nous en parlons. Peut-être qu'on ne nous donne pas autant d'audience
quand on en parle. Parce que nous, honnête, l'un de nos objectifs, et peut-être moi on va dire l'un de nos souffres-douleurs, c'est en réalité la critique, mais une critique constructive vis-à-vis de ceux qui gouvernent le pays. On a dénoncé, vous savez, quand on a lancé... Ou plutôt vous êtes gentil avec ceux qui gouvernent le pays. Non, ben après maintenant il y a une différence entre dire à quelqu'un, écoutez, il serait mieux de faire ça, que de dire à la personne que vous ne valez rien. Maintenant, si vous dites à quelqu'un, il vaut mieux de faire ça, ce n'est pas une question d'être gentil, mais c'est une question d'être poli. Alors que si vous dites à quelqu'un que vous ne valez rien, en règle générale, il ferme les oreilles et n'écoute pas ce que vous lui dites. Donc nous pensons qu'il doit y avoir une certaine politesse, une certaine courtoisie dans l'exercice de la démocratie. Et nous considérons que chaque fois qu'il y a des initiatives, comme l'initiative qui consistait à donner à permettre aux jeunes d'avoir des 20% de... Oui. Voilà, nous avons dénoncé ça. Par rapport au marché public. Voilà, des marchés publics, nous avions dénoncé, mais nous ne sommes pas contentés de dénoncer, nous avons fait d'abord une analyse de pourquoi est-ce que ça ne doit pas marcher, et ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ce genre d'initiative marche. C'est comme ça, nous, ce que nous appelons la politique autrement. Ce n'est pas se gargariser d'incantations, de slogans, mais c'est de faire des propositions. Parfois, elles ne passent pas parce qu'elles ne sont pas soutenues par le plus grand nombre, mais elles ont au moins le mérite d'exister. Alors, parlons maintenant de votre parti, le NET, le Nouvel Engagement Togolais. Avez-vous réussi à digérer votre sortie, la sortie de votre parti de la CENI, où vous continuez pas à ruminer tout ça toujours? On n'a jamais ruminé l'entrée. Vous avez fait le deuil? On n'a même pas fait le deuil, on a pris acte. Et nous avons été le premier parti à prendre acte, parce qu'il vous souvient que dès le 24 septembre, donc il y a eu la deuxième réunion du comité de suivi le 23, avec à la clé les 3 décisions, on en reviendra peut-être dessus. Et dès le 24, nous avons dit, nous prenons acte que la CEDEAO, qui a été appelée, qui intervient dans beaucoup de pays, pas uniquement au Togo, pour régler les crises, parfois politiques, parfois même militaires, a décidé, même si au demeurant, il y a certaines lois de notre pays qui étaient égratignées par cette décision, a décidé qu'il y aura une composition paritaire. Le NET prend acte et le NET est prêt à démissionner de la CENI pour permettre aux ayants droit, par rapport à la conception de la CEDEAO, de continuer le travail. Donc nous avons pris acte dès le 24, donc on n'a pas fait des histoires, comme on le dit. Et quand l'Assemblée nationale nous a dit qu'elle était prête à faire le vote des membres extra-parlementaires, oui. Nous avons envoyé rapidement notre démission pour permettre aux 2 autres membres partis extra-parlementaires d'occuper leur place à la CENI. Encore une fois, même si la CENI, il est important d'être à la CENI pour savoir ce qui se passe au niveau de l'organisation des élections. Pour un parti politique, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être dans un premier temps, pas à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux. Encore, on n'en parle pas suffisamment. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Dans les conseils municipaux, c'est le premier objectif qu'un parti politique se poursuit, être présent dans les conseils municipaux, avoir la possibilité même de prendre une commune, la gérer. Parce que quand vous prenez une commune, vous la gérez, une commune se gère comme un État. Si vous prenez une commune, vous la gérez et vous montrez que vous êtes en mesure de bien gérer une commune, on pourra vous confier un État. Donc, première étape, c'est conseils municipaux, communes éventuellement. Deuxième étape, Assemblée nationale. Il est évident qu'une formation politique qui n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale... Vous ne voulez pas le pouvoir? Non, mais c'est des étapes. Le NET a toujours dit, et ça ne nous échappe pas, 2013, 5 députés. 4 à 5 députés. Que vous n'avez pas eu? Non, je dis 2018. D'accord. 2018, 4 à 5 députés. 2023, 10 à 15 députés. Et à partir de 2018, une quarantaine de députés pour être une force qui peut prendre le pouvoir en ce moment-là, toute seule. En dehors de ça, il faut rentrer dans des stratégies, de combinaison. Et la meilleure stratégie de combinaison, c'est laquelle? C'est une élection en 2 tours qui permet au premier tour à tous les candidats d'aller à l'endroit, à la rencontre de leur électorat. Et au deuxième tour, d'apporter le soutien aux candidats de l'opposition qui se seraient mieux présentés. Oui, mais pourquoi aujourd'hui, votre parti, ou vous-même, vous êtes tellement détesté dans l'opinion? Est-ce que vous en avez conscience aujourd'hui? Non, mais écoutez, à la limite, je sais pas, il faut appeler ceux qui nous détestent, parce que quand je regarde le nombre de demandes d'adhésion que nous recevons régulièrement, quand je regarde le nombre d'appels de sympathie que nous recevons,
Et quand, vous savez, moi j'ai une page Facebook et il n'y a rien de plus intéressant qu'avoir une page Facebook parce que vous laissez les gens parler ouvertement. Donc quand je publie quelque chose sur une page Facebook qui reçoit par exemple 1000 likes et 30 avis négatifs, je ne pense pas que nous soyons détestés. Je crois qu'il y a des gens qui ont des postures que, à juste titre d'ailleurs, qui ne se retrouvent pas dans les notes, mais c'est l'expression de la démocratie. Mais détestés, je ne pense pas, parce que honnêtement, on n'a jamais été autant attiré par des jeunes qui viennent vers nous régulièrement. Et nous avons fait il y a pas longtemps un séminaire des jeunes où il y avait près de 300 jeunes qui sont venus de tous les cantons de Lomé. Avant, on n'a jamais eu ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un effet d'annonce qui fait que, parce qu'il y a certaines personnes qui ont, les activistes dont on parle, hein, qui ont des mots parfois assez durs vis-à-vis de net. Non, mais nous aujourd'hui, je peux vous dire, et je peux vous pouvez aller sur les moyens d'expression que nous avons. J'ai une page Facebook. Quand vous comparez le nombre de likes, c'est-à-dire de personnes qui sont d'accord pour ce que j'écris, et le nombre de commentaires critiques, qui souvent même sont parfois le propre d'une seule personne qui vient avec plusieurs titres différents. Non, je ne pense pas que nous soyons aujourd'hui la bête noire, ni du peuple togolais, et encore moins d'une certaine opinion togolaise. Et vous êtes à l'aise quand vous voyez certains de vos compatriotes ne pas épouser véritablement vos idées? C'est l'expression de la démocratie. Écoutez, vous ne pouvez jamais avoir une posture qui recevra l'assentiment de tout le monde. Il faut juste avoir le courage d'accepter qu'il y a des gens qui ne vous aimeront pas, et qu'il y a des gens qui vous aimeront. Mais maintenant, après, vous ne vous définissez pas par rapport à ce qu'on vous aime ou à ce que vous n'aimez pas, mais vous définissez par rapport à l'image que vous avez de vous-même, à la mission que vous menez à la tête de votre parti, eu égard aux idéaux de ce parti-là, et enfin aux résultats. Et on les verra bientôt. Quand vous sortez, vous prenez des paroles publiques, vous avez encore en mémoire votre passage à Bruxelles? Ben oui, Bruxelles, vous savez... Ça vous hante toujours? Non, du tout. Parce que dans Bruxelles, on avait dans une salle une vingtaine de personnes. Et il y a eu excusez-moi le terme, mais deux péconos, je les appelle comme ça, c'est gentil, qui n'ont rien compris à la démocratie et qui ont pensé qu'elles pouvaient, à défaut de trouver des arguments pour argumenter, elles pouvaient régler leur compte par la violence. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que sur les 18 personnes restantes, il y a eu au moins 10 ou 12 personnes qui se sont complètement opposées à cette attitude. Certaines ont été même molestées, certaines aussi violentées, parce qu'elles trouvaient que ce n'est pas comme ça que la démocratie s'exprime. Donc, honnêtement, vous n'allez pas me dire que 2 personnes sur 20 ont l'ascendant sur les 20 personnes. C'est quasiment le mode opératoire du terrorisme. C'est-à-dire que une minorité fait une action d'éclat et ceci prend le pas sur la majorité de bonnes personnes, des individus qui ont de bonnes pensées positives pour que le pays avance. Tout à l'heure, nous évoquerons le processus électoral tel qu'il est conduit aujourd'hui par le gouvernement et la commission qu'il a mis en place, selon les tests bien entendu. Est-ce qu'au niveau du net, vous songez déjà à aller aux élections législatives du 20 décembre? Oui, nous sondons aller aux élections législatives. Qu'est-ce qui vous attire? Les 1,5 milliard de francs CFA? Quand nous avons dit que nous allions aux élections législatives, c'était le 27 juillet 2017. Nous ne savions même pas qu'il y a un truc qui s'appelle 7 milliards. Nous avons fait un congrès le 27 juillet 2017 et nous avons dit pour les élections législatives de 2018, le net ira avec l'objectif de gagner entre 4 et 5 sièges. Donc, honnêtement, il faudra avoir une sorte de boule de cristal pour savoir à l'époque qu'il y a 1,5 milliard qui seront mises dans la cagnotte. Mais je rappelle aussi qu'en 2013, lors des élections législatives à laquelle toute la classe politique avait pris part, il y avait aussi un préfinancement. Je ne sais pas combien on avait mis sur le plateau. Maintenant, au risque de penser aussi qu'en 2013, les 29 députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée y étaient allés parce qu'on avait mis une cagnotte. Vous imaginez que c'est un peu gênant. Parce que, honnêtement, moi je pense que les partis de l'opposition travaillent dans des conditions assez difficiles, où les militants payent de leur personne, payent du peu de ressources qu'ils ont, et je ne crois pas que qu'il y ait une cagnotte ou non, les gens n'iront pas pour d'abord faire prévaloir leurs opinions vis-à-vis de l'opposition. Et parfois, quand on me pose ce genre de questions, je trouve que c'est un peu réducteur. Ah parce bon? Non, parce que honnêtement, quand je pense à ce que nous dépensons par mois... En même temps, excusez-moi, mais nous savons que la vie politique togolaise est rythmée par
les pièces sonnantes et trébuchantes. Oui, mais ce que je dis, c'est une réalité. Les gens qui rentrent en politique se donnent les moyens de leur action. Aujourd'hui, le net, qui est pourtant un petit parti, je n'ai jamais prétendu être un grand parti, mais nous dépensons entre 1,5 million et 2 millions par mois pour nos activités sur le terrain. Et donc, si vous prenez 24 mois, vous êtes à près de 50 millions. Honnêtement, on ne va pas dire que durant 3 ans, 4 ans, 5 ans, les partis politiques travaillent en se disant qu'un jour, on aura une cagnotte de 1,5 milliard. On ne sait pas combien de candidats il y aura, combien sera reparti aux gens. Mais je rappelle encore qu'en 2013, il y avait eu une cagnotte à peu près de 1,5 million par circonscription, dont, par exemple, nous, on était candidats à Lomé. Lomé, il y avait 20 candidats. Vous imaginez, s'il faut donner 1,5 million à partager à 20 candidats, ça fait à peine 150 000 francs par, ou bien je ne sais plus combien par personne. C'est insignifiant pour une campagne électorale. Donc, je crois que c'est extrêmement réducteur et même peut-être un peu gênant pour nos formations politiques. Vous plaidez qu'on augmente la cagnotte, par exemple? Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il est très important qu'on dénonce que il y a absolument un gouffre entre les moyens dont disposent les partis de l'opposition et ceux dont disposent les candidats du parti au pouvoir. Parce que même si on décidait même de donner 1 milliard à tous les candidats de l'opposition, en face, les gens auront 10-15 milliards. C'est ça, en fait, c'est l'abysse qui est entre les moyens des partis de l'opposition et les partis au pouvoir qu'il faut dénoncer. Parce que honnêtement, d'abord, cette cagnotte dont on parle, elle sera répartie de façon équitable au niveau de tous les candidats. Et je peux vous dire que là où dans une préfecture, un candidat de l'opposition, peut-être comme budget de campagne, met 5 millions, en face on met peut-être 200 millions, 300 millions. Une inégalité finalement. Il y a une grosse inégalité qu'on dénonce et que nous avons dénoncé depuis 2013, que nous avons dénoncé en 2015 et qui aujourd'hui nous semble être l'élément fondateur. Est-ce que vous rendez compte à la Cour des comptes sur ces questions, puisque écoutez, à la fin de chaque scrutin, il est dit que quand vous recevez de l'argent public pour des campagnes, vous devrez rendre compte et faire un rapport. Le 4 février, nous avons fait une conférence de presse où nous avons présenté une série de propositions, tant sur le plan des réformes constitutionnelles, voici une proposition, sur le plan du cadre électoral. Au fait, quel est le défaut de notre système? C'est que, en réalité, vous rendez compte après les élections à la Cour des comptes. C'est-à-dire que quand le crime a été commis et consommé. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que la Cour des comptes est plus ou moins neutre. C'est-à-dire qu'elle enregistre, mais elle ne fait pas d'enquête. Et c'est pour ça que nous avions proposé 2 éléments. Le premier, c'est d'abord d'appliquer réellement les éléments du code électoral. Je vais vous donner un exemple. Le code électoral dit que pour les affiches des partis, c'est la CENI qui met des emplacements et définit la taille des affiches au niveau des candidats, comme dans des pays qui se respectent. Donc ça veut dire que la CENI doit mettre dans toutes les villes et dans toutes les campagnes des emplacements. Et on dit, écoutez, voilà, chaque candidat doit avoir, par exemple, une affiche qui fait la taille A1, A2, A3, A4, et tout le monde doit s'y conformer. Aujourd'hui, dans notre pays, personne n'applique cet élément du code électoral. Donc, vous voyez des candidats qui noient quasiment le pays, la ville, ainsi de suite, de leurs affiches, alors que d'autres personnes font des cartes de visite qu'ils collent un peu sur les murs. Donc vous voyez déjà qu'il y a un énorme fossé entre les moyens que peuvent mettre ceux qui ont les moyens et ceux que ne peuvent pas mettre. C'est l'un des éléments. Un deuxième élément, il y en a plein, mais je vais m'arrêter à ces 2. Nous demandons qu'on mette en place une police des élections. Qu'est-ce qu'on appelle une police d'élection? Une police qui soit en mesure d'intervenir immédiatement quand on se rend compte que, par exemple, il y a d'utilisation des moyens de l'État, qu'il y a une utilisation abusive. Par exemple, des plafonds, vous savez, le plafond, c'est 50 millions en ce qui concerne les élections législatives. Oui. Et je peux vous dire que pour certains candidats, 50 millions, c'est ce qu'on déverse le premier jour. Donc, il est évident que si on ne peut pas avoir une police qui va dire « ah, stop », parce que vous venez de dépasser le seuil, la personne finit sur le tour à l'Assemblée et en ce moment-là, si vous portez une plainte, la plainte ne change pas grand-chose puisque, comme je l'ai dit, le crime est déjà commis. Ça fait partie des propositions que nous faisons. Nous avons envoyé ces propositions-là au gouvernement, nous avons envoyé même ces propositions-là à la CEDEAO, mais comme je l'ai dit, écoutez, si vous n'avez pas plus d'audience que ça, on a commencé l'émission, vous l'avez dit, on n'a pas l'impression qu'on fait des propositions parce que il faut être plus fort pour que nos propositions soient audibles. Et c'est pour ça que nous travaillons. Alors, vous irez aux élections, vous vous préparez déjà. Est-ce que vos militants, ceux que vous avez choisis, sont déjà prêts pour le scrutin? Avez-vous rempli les conditions? Vous savez, les élections, c'est comme le bac.
on n'est jamais prêt. Si c'est uniquement au niveau des documents administratifs, ouais, nous sommes prêts parce que initialement, vous savez que c'était hier, la date butoir, elle a été repoussée jusqu'au 19. Donc logiquement, pour une formation politique qui se respecte, on a été prêt pour, bien entendu, on vous a dit, nous sommes modestes, 4 à 5 députés, donc nous ne prétendons pas présenter des 10 sur les 30 circonscriptions que constitue donc actuellement notre découpage, même si nous ne vous dirons pas pour le moment où est-ce qu'on les présente, mais il n'en reste pas moins que sur le nombre limité de circonscriptions où nous voulons nous présenter, oui, nous sommes prêts, nous nous préparons. Sur les documents administratifs, nous sommes prêts. Maintenant, sur l'espèce de pré-campagne qui s'installe toujours avant les élections, nous y travaillons et nous attendons donc le 4 décembre pour lancer la campagne. Pour vous, tout se passe bien, on peut aller aux élections, il n'y a pas de problème? Non, du tout. Qui a jamais dit que tout se passe bien? Mais je répète encore ici que le 4 février, nous avons fait une proposition, par exemple, de révision constitutionnelle sur 26 articles. Aujourd'hui, on est en train de parler de 3 articles. Nous avons fait une proposition d'amélioration de cadre électoral sur un ensemble de 11 dispositions. Aujourd'hui, on en a peut-être 1 ou 2. Mais on ne dit pas que tout va bien. La seule chose que nous disons, c'est que nous avons eu des problèmes dans notre pays. Nous sommes allés appeler un étranger, qui est donc la CEDEAO, organisation sous-régionale communautaire, pouvez nous aider à régler le problème. Et à partir du moment où nous avons demandé à la CEDEAO de nous régler nos problèmes, nous nous sommes donc mis sous la férule de la CEDEAO pour qu'elle nous règle nos problèmes. Premier élément. Deuxième élément, c'est que le problème est réglé véritablement? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Premier élément. Deuxième élément, c'est que la CEDEAO, alors que initialement, avant le départ du dialogue, il était convenu que ce dialogue-là serait inclusif et donc impliquerait les acteurs de politique qui animent la vie politique togolaise et éventuellement les acteurs de la société civile. Il a été décidé par certaines personnes, ce que j'appelle affectueusement les ayants droit, que la crise et le dialogue ne mettra en lice que la C14 est unie. Nous avons dit, ok, d'accord, si la crise va mettre en place que la C14 unie, puisque assez curieusement, c'est la C14 qui nous a dénié la possibilité d'être partie prenante de ce dialogue. Nous avons accepté et nous avons dit, faites donc. Aujourd'hui, nous regardons les recommandations de la CEDEAO et nous nous y mettons, tout simplement parce que c'est le mécanisme de la CEDEAO. Il y a des solutions. Si on nous avait demandé, je l'ai dit, aujourd'hui, la CEDEAO propose que 3 mesures contre 26 chez nous. Donc, il est évident que si vous proposez 26 modifications et quelqu'un vient en proposer 3, vous ne pouvez pas être satisfait. Mais maintenant, quelle est notre marge de manœuvre? Nous n'en avons pas parce que, justement, nous avons permis à la CEDEAO aujourd'hui de décider à la place des Togolais. Vous n'avez pas de marge de manœuvre dans le contexte politique togolais aujourd'hui, directement au niveau du net? Vous n'avez pas de marge de manœuvre? Non, la seule chose que nous pouvons faire, c'est du lobby. Nous le faisons. Nous avons été reçus, par exemple, il y a quelques temps, par le secrétaire, l'ambassadeur de la CEDEAO, à qui nous avons réitéré l'ensemble de nos propositions, puisque chaque fois, depuis que la crise a commencé, chaque fois que nous avons des propositions, on les envoie à la CEDEAO. Et je dois reconnaître qu'ils ont quand même au moins la décence d'accuser réception, ce que nos camarades, par exemple, de la C14 n'ont jamais fait. Et nous avons été souvent gênés, même que ce soit le gouvernement aussi, qui accuse réception de nos propositions, alors que ceux vis-à-vis desquels nous sommes supposés être tout proches, n'ont jamais eu la décence de nous dire, ok, on a pris en compte vos propositions, on verra ce qu'on peut faire. Oui, mais aujourd'hui, quand même, vous êtes un parti politique de l'opposition, vous faites du lobbying. Est-ce que ça ne ressemble pas presque à de la courbette, directement? Le lobbying n'est pas une affaire d'aller baisser les chiffres. On est dans un contexte politique togolais où la crise est exacerbée. Oui, écoutez, ça fait 30 ans que là, on est en crise politique au Togo. Ça fait, si vous prenez même, je le dis souvent, si vous prenez l'ampleur des manifestations, allez chercher les ampleurs, les manifestations des années 90, allez chercher la manifestation du 12 juin 2012, en termes d'ampleur, je peux vous dire quand même qu'il y a des moments où c'était plus chaud. Maintenant, il n'en reste pas moins que le Togo est installé dans une situation de crise politique larvée depuis plusieurs années. Il y a des pics, et après, il y a des moments d'accalmie. Nous vivons dans cette situation depuis. Il y a, sur le fond, rien de nouveau. Mais aujourd'hui, une formation politique qui se revendique du centre, mais qui est quand même comme le veut, parce que la définition de l'opposition, quand vous n'êtes pas avec la majorité gouvernementale, vous êtes de l'opposition, mais ce que nous pouvons faire, c'est du lobby, parce que nous ne sommes mis à l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre des décisions allant dans le sens de modifier les lois. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est du lobby, et éventuellement, nous avons participé aux premières manifestations du 7 septembre jusqu'au 5 octobre, et c'est à partir du 5 octobre que nous avons considéré qu'il était temps d'aller aux négociations et d'aller au dialogue.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes de l'opposition, la vraie, ou vous êtes un peu proche du pouvoir, de Faure Gnassingbé? Honnêtement, vous savez, quand je me lève le matin, que je me rase, je ne veux pas savoir si je suis de l'opposition ou pas. Je veux savoir que je travaille pour l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Je travaille pour que, quand on va quitter ce monde, qu'on donne aux prochaines générations un pays qui est dans un meilleur état qu'on ne l'ait trouvé. Honnêtement, mais nous sommes en politique, vous vous battez contre qui directement? Non, vous vous battez contre qui? Vous nous avez posé la question, vous avez dit, si vous voulez trouver le parti qui critique le plus l'action du gouvernement, mais c'est le net. Et nous avons dit tout à l'heure que l'ensemble, nous avons fait part de l'ensemble des critiques que nous envoyons au gouvernement. Vous nous avez posé une autre question, Eric. Qui est le responsable de la situation qui est actuellement? Et ce responsable-là, c'est unir son gouvernement. Et nous combattons unir son gouvernement et nous voulons qu'il y ait une alternance. Ça n'a jamais fait l'objet d'un doute, ni dans la tête de M. Djeritama, ni dans la tête d'aucun membre du net. Mais pour autant, nous ne nous gargarisons pas, je le dis encore, du fait de dire on est un vrai opposant. Écoutez, quand vous dites vous êtes un vrai opposant, ça change quoi? Ça ne change rien. Mais ce que peut-être l'ensemble des Togolais attendent, c'est de mettre en place des stratégies proactives qui permettent l'alternance. Parce que, encore une fois, regardons notre Afrique de l'Ouest, on se rend compte que le Togo est le seul pays qui n'a pas connu d'alternance. On peut dire, hypothèse numéro 1, que c'est la faute au parti qui est au pouvoir, mais en temps normal, tous les partis qui sont au pouvoir mettent en place des stratégies pour s'éterniser au pouvoir. Est-ce que vous voulez que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Non, c'est-à-dire à la fin de son mandat. Mais bien sûr. Mais écoutez, pourquoi j'ai été candidat en 2020? J'étais candidat pour avoir une chance, soit, et je l'ai toujours dit. Sans y croire, véritablement, que vous arriverez au pouvoir. Honnêtement, c'est que, soit vous avez alors une boule de cristal qui se met dans mon esprit. Oui, attendez, tout à l'heure, vous avez dit que votre objectif, c'est de prendre d'abord les municipaux. Nous disons que dans la conquête du pouvoir, le pragmatisme, c'est celui qui absolument s'inscrit dans une étape sur le moyen long terme. Nous disons que nous, au niveau du net, être candidat, prenez le président Ghanéen, il a fait combien de... Il a été combien de fois candidat? Mais pour être président, il y a des étapes. Vous faites une fois une élection présidentielle, vous asseyez une assise, vous faites connaître votre parti, ainsi de suite. Nous sommes dans cette logique-là. Mais la question de l'alternance n'a jamais fait l'objet d'un seul doute dans notre esprit. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'ai 43 ans aujourd'hui. Je suis né en 1915 quand Gnassingbé Yadima était au pouvoir. J'aimerais, à mes 45 ans, avoir une autre personne quand Gnassingbé est au pouvoir. Ça ne fait pas l'objet d'un doute dans mon esprit. Mais la seule différence, c'est que moi, je ne me lève pas le matin pour dire que je suis un vrai opposant, parce que, encore une fois, ça ne change rien à ma personne. Ce qui est le plus important, c'est que qu'est-ce que je fais pour que l'alternance arrive? C'est ça qui est le plus important. Très bien. Directement, nous allons marquer une pause publicitaire. Ça vous permettra de prendre quand même une gorgée d'eau. Nous allons marquer une pause. Donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure, dans 2 minutes environ, pour continuer le débat. Retour en studio, seconde partie de Taxi Presse avec notre invité. Ce matin, c'est directement le président du nouvel engagement togolais. Directement, des fois, on vous sent plus sur les médias que sur le terrain. Ah non. Est-ce que c'est nous qui nous trompons ou... Non, ça vous trompez. C'est la vérité. Non, c'est vous trompez. On peut m'accuser d'être plus présent sur les réseaux sociaux, mais pas d'être même présent sur le terrain. Aujourd'hui, peut-être, si ces derniers temps, on dit, ouais, Djeritama, parfois, ce que vous dites ainsi, les gens nous en veulent un peu, c'est parce que nous, aujourd'hui, nous faisons énormément de terrain. Il n'y a pas de week-end où nous ne sommes pas sur le terrain. Parce que, justement, pour l'objectif que nous visons. Non, nous faisons beaucoup de terrain. Mais peut-être, c'est cette capacité à faire autant du terrain que les médias qui, peut-être, fait un peu compose des problèmes à certaines personnes. Là, demain, nous partons encore pour 3 jours de terrain, sans compter que le terrain n'est pas uniquement le fait du président, mais le terrain, c'est le fait de militants qui sont dans leurs régions respectives, dans leur fédération et qui travaillent énormément. Tout à l'heure, les auditeurs auront la possibilité de vous poser des questions lorsqu'il sonnera à 12h15. Parlons maintenant du processus électoral. Djeritama, est-ce que la manière dont les choses se passent dans le pays vous rassure-t-elle? Non. Ça ne nous rassure pas pour une raison très simple. C'est l'une des rares fois où on voit des acteurs politiques dans un pays qui prétendent parler au nom du peuple, qui prétendent travailler au nom du peuple, mais qui ne sont pas en mesure de se parler. C'est proprement scandaleux qu'aujourd'hui, ignorer ces 14 ne puisse pas, hors CEDEAO, hors médiateur, hors facilitateur, se parler, se regarder dans le blanc des yeux et dire ce qu'il veut faire. Ça n'a pas de sens. Nous, aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par cette situation-là. On devait pouvoir quand même, si nous voulons l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, trouver des axes sur lesquels on peut se parler. Je repose la question autrement. La manière dont le processus électoral est conduit aujourd'hui, est-ce que ça vous rassure-t-elle?
Non, c'est ce que j'ai dit. Ben là, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on peut à juste raison craindre que, vous savez, nous sommes de nouveau dans une sorte d'impasse. Oui. Mais il n'en reste pas, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, que du moment où nous sommes allés chercher la CEDEAO pour qu'elle nous règle les problèmes, nous sommes assujettis aux décisions de la CEDEAO. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est la solution que le juge a décidé de nous donner. Et s'il y a des moyens de recours, malheureusement, au niveau de l'instance sous-régionale, les moyens de recours vont directement au niveau de l'instance sous-régionale, à savoir la conférence des présidents. Donc oui, je crois que ce n'est pas, si on nous avait demandé notre avis, c'est pas comme ça qu'on l'aurait fait, mais c'est fait comme ça parce que les ayants droit ont décidé que c'est grâce à la CEDEAO qu'on doit résoudre notre problème. Oui, mais les Togolais pensent aujourd'hui que ça ne fonctionne pas très bien au niveau de la CENI. Le gouvernement qui a d'ailleurs convoqué le corps électoral à 43 jours du scrutin, alors que le code électoral, le gouvernement qui a convoqué le corps électoral à 43 jours du scrutin, alors que le code électoral parle de 45 jours, le gouvernement qui annonce dans la foulée beaucoup de choses, la CENI qui revient également et met tout cela en musique. Est-ce que ce n'est pas une façon, finalement, comme certains le disent dans l'opinion, de provoquer une partie du peuple? Deux choses. D'abord, le code électoral, les délais qui sont dans le code électoral, c'est 35 jours. Avant le scrutin, il faut que les candidatures soient déposées à la CENI. Malheureusement, le code électoral ne donne pas de date, de délai précis par rapport à la convocation du corps électoral. Le corps électoral doit être... non, sinon on me donne l'article et puis on le confronte. Vous avez un article ne le dit Non, pas. Ce que je veux dire, non, moi je vous donne l'article, je vous dis l'article 36 dit le corps électoral, les candidats doivent déposer leur candidature 35 jours avant le scrutin. Maintenant, sur la convocation du corps électoral, le corps électoral en réalité est convoqué une fois qu'il est constitué. Je peux être d'accord avec vous pour dire que pour le moment, sachant que le corps électoral n'est pas entièrement constitué, on aurait dû attendre que ce corps électoral soit constitué, à savoir les dédoublonnages, à savoir le contentieux au niveau des listes, avant de convoquer le corps électoral. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Oui, ça nous gêne, mais depuis que les gens nous ont fait comprendre que du fait de l'intervention de la CEDEAO, on pouvait s'asseoir sur nos lois. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous prenez la fameuse question de partage de voix 8-8 au niveau de la CENI, oui, vous avez aucune loi dans notre pays qui parle de parité. Mais là, on est en crise. Et les acteurs décident. Donc voilà. Donc maintenant, si nous sommes en crise et que les acteurs décident, ça veut dire qu'on ne peut pas d'un côté dire, écoutez, on est en crise et on peut s'asseoir sur nos lois, et de l'autre côté dire, non, mais subitement, on ne peut plus s'asseoir sur nos lois. C'est-à-dire que si nous avons ouvert la boîte de Pandore en disant, écoutez, la CEDEAO peut permettre qu'on viole toutes nos lois, c'est qu'on va violer toutes nos lois. Alors là, vous nous dites que là, finalement, la porte est ouverte. Là. Mais c'est ceux qui viole toutes les lois. C'est les ayants droit qui ont ouvert la boîte de Pandore. Autrement, normalement, quand la CEDEAO intervient dans un pays, elle intervient dans le cadre des lois du pays. Mais les ayants droit ont dit non, écoutez, comme il y a la crise, on peut s'asseoir sur nos lois. Et subitement, on se rend compte que tout le monde s'assoit sur toutes les lois. C'est pour ça que nous trouvons qu'il y a quelque chose de scandaleux qui se passe dans ce pays. C'est que les gens considéraient que pour leur approche politique, pour leurs intérêts politiques, unir ces 14 confondus, on pouvait violer allègrement toutes les lois. Première loi qu'on a violée, c'est que aucune loi dans notre pays, là, vous prenez tout le code électoral, vous ne trouvez nulle part où il est question de coopter ni les partis extra-parlementaires, encore. Et ça, c'est encore plus grave, la société civile, qui se détermine justement par sa neutralité. À partir du moment où vous dites, quand il y a la crise, on peut violer les lois, écoutez, une fois que ça a commencé, ça continue. C'est ça ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est d'accord. Donc, il y a une crise, la CEDEAO peut venir violer nos lois, parce que, en réalité, les gens, lors du dialogue, disent, écoutez, si ça nous arrange, violer nos lois. C'est ça ce qui est, si vous voulez savoir ce qui est préoccupant, c'est ça. C'est qu'on a ouvert une boîte de Pandore qu'on aurait dû jamais ouvrir, parce qu'une fois que vous l'ouvrez, vous rentrez dans une situation où celui qui a le rapport de force finit par dominer. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Si on avait voulu faire les choses suivant les lois de notre pays, aujourd'hui, on peut même saisir la cour de la CEDEAO en disant, écoutez, les lois du Togo ont été violées par le gouvernement. Et peut-être avoir raison, puisqu'on l'a eu et à plusieurs reprises dans ce pays. Mais à partir du moment où on dit qu'il y a crise, la CEDEAO est là, donc on peut s'asseoir sur nos lois, voilà. Vous vous êtes accommodé? Mais on ne s'en pas, nous sommes dans un trait qui est dirigé par UNIRE de la C14. C'est tout, nous sommes des acteurs politiques qui longtemps ont agi dans le cadre des institutions dans ce pays, et subitement on est venu nous dire, parce que vous n'êtes pas dans la C14, parce que vous n'êtes pas d'UNIRE, vous n'avez pas le droit de parole.
C'est tout. C'est ce qui se passe dans ce pays. Il y a des gens, vous prenez le parti comme l'UFC, parlons-en. L'UFC a été aux élections législatives en 2013, a eu 8% de la population togolaise, 8% de l'électorat. Et aujourd'hui, vous venez de dire à l'UFC, nous on a eu 1% avec 4 circonscriptions. Vous prenez le parti clé, vous prenez le CPP, vous prenez le PDP, PDP qui a eu même un député à l'Assemblée nationale. Vous prenez le parti au but qui s'appelle maintenant MCDD. Vous prenez toutes ces formations, vous prenez le MCD. Vous dites à toutes ces formations qui animent régulièrement la vie politique du Togo, non mais écoutez, ces formations-là n'ont pas. Vous prenez même la société civile. Parce que le CST en 2013 était constitué de 10 organisations de la société civile et de 6 partis politiques. Donc vous prenez la société civile, vous dites à tout ce monde-là, parce que vous n'êtes pas dans la C14, vous n'avez plus le droit de parole. Et donc nous, parce que nous on est à la C14, vous prenez dans la C14, il n'y a que 3 partis qui sont des partis parlementaires. Le reste c'est des partis opportunistes. Et maintenant vous dites à ces personnes-là, non, parce que nous sommes à la C14, nous avons le droit d'exister. Soit. Et à partir de là, assumer les conséquences. Pourquoi est-ce que vous êtes en courroux contre la C14? Non, non, pas du tout. Nous ne sommes pas ici en courroux contre 2 systèmes. C'est les extrémismes qui traversent les 2 courants de pensée, UNIR et C14. Les extrémismes qui traversent ces courants-là. Je suis en courroux contre eux. Dans la C14, il y a des formations. Mais vous en prenez très très souvent à la C14. Non, nous en prenons aux extrémismes des 2 courants. Il y a l'extrémisme de conservation, de prédation du pouvoir, qu'on a au niveau de UNIR, contre lequel il faut se battre. Et il y a l'extrémisme de la conquête du pouvoir, quels que soient les moyens, même si ce sont des moyens qu'on a essayé à plusieurs reprises qui n'ont pas apporté de fruits. Et contre ces attitudes-là, nous nous en prenons aussi. C'est tout simple. Nous luttons contre les extrémismes. Nous pensons qu'il n'y a pas de pays qui ne peut se bâtir, d'abord sur la concorde nationale, sur le dialogue et sur le pragmatisme qui consiste à dire à l'ensemble des citoyens que nous voulons la même chose pour le Togo. Et si vous voulez la même chose pour le Togo, vous devez pouvoir vous asseoir, vous regarder, faire le point de ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et à partir de là, trouver des solutions. C'est ce qu'on construit, c'est comme ça qu'on construit un pays. Mais tant qu'on aura au niveau du NIR des gens qui pensent que la seule façon de faire le pouvoir, c'est de confisquer le pouvoir, nous les comparerons avec la plus grande énergie. Et pourtant, vous étiez dans l'extrême au bout aussi, quand vous avez appartenu. Non, écoutez, vous avez travaillé avec Jean-Pierre Fabre et les autres. C14, non, pas dans C14, mais avec les autres. CAP 2015, vous vous rappelez? Nous avons été membre fondateur de CAP 2015. Oui. Et nous en sommes sortis. Oui. Posez-vous la question pourquoi nous en sommes sortis. Oui, mais c'est quand même extraordinaire que vous soufflez du chaud et du froid. C'est justement parce que au départ, vous savez, comme beaucoup de formations centristes, humanistes et progressistes, nous avions pensé que nous pouvions changer les choses de l'intérieur en rentrant dans des regroupements arc-en-ciel, C14 et CAP 2015. Et assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que nous étions que des faire-valoir, que nous étions là pour faire du nombre. Et c'est pour ça que régulièrement, nous avons dit non. Parce que nous avons un idéal politique. Si nous ne pouvons pas faire prévaloir ne serait-ce que quelques idées de cet idéal politique dans les regroupements, il vaut mieux être seul. Et c'est pour ça que depuis le 20 décembre 2014, nous avons dit le net ne veut plus rentrer dans les regroupements politiques. On ne veut plus. Aujourd'hui, on parle des centristes. Les centristes, c'est juste un cadre de réflexion et de proposition qui ne fait rien ensemble parce que toutes nos actions politiques, nous les faisons tout seuls. Parce que, justement, si vous avez un idéal d'humanisme, de progressisme, de pragmatisme... À quoi sert-il d'être ensemble et ne rien faire ensemble directement? Mais justement, c'est pour ça que nous avons quitté ce regroupement. Parce que si nous sommes là... Les centristes, vous y êtes? Non, les centristes, je dis, le centrisme est une idéologie transversale qui existe depuis les années 50 dans la vieille Europe et qui aujourd'hui existe dans beaucoup... Il y a même un mouvement international centriste. Vous copiez ça? Nous copions, parce que d'abord c'est que nous copions tout, et même notre constitution est copiée. Mais c'est pas, on ne copie pas. Vous voulez perpétuer ça? Non, quand on ne recrée pas la roue. Si quelqu'un fait quelque chose qui est intéressant quelque part, vous prenez et vous l'adaptez à vos réalités. Aujourd'hui, le centrisme tel que nous le faisons au Togo est différent du centrisme à la Macron ou bien du centrisme à la Merkel. C'est différent. Donc, chacun prend une idée qui est universelle parce qu'encore une fois, l'intelligence est universelle. Nous prenons les choses qui sont bien dans d'autres pays et nous les adaptons à la sauce togolaise. C'est ce que nous essayons de faire. Mais pour autant, ce n'est pas un dogme. Nous pensons qu'aujourd'hui, les étapes qui sont importantes pour l'avènement d'une démocratie réelle et pleine au Togo, c'est l'alternance parce que nous considérons que nous vivons dans une démocratie de façade. Vous savez, on a toutes les institutions qui font du Togo une démocratie, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une démocrature, c'est-à-dire que la démocratie sert à perpétrer une oligarchie, et c'est ce que nous avons dans notre pays. Alors aujourd'hui, quand on vous écoute, vous dites que vous n'êtes pas en courroux contre la C14, mais que vous êtes contre les deux extrêmes, le parti au pouvoir et l'opposition telle qu'elle est aujourd'hui au niveau de la C14. Pourquoi est-ce que vous les appelez des leaders
de la défaite perpétuelle, ceux qui sont au niveau de la C14? Non, mais parce que ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Et ils sont responsables? Mais écoutez, d'abord pour deux raisons. La première, c'est que depuis, quand on prenait une bonne partie de la classe politique togolaise, qui est toujours à la tête des mouvements, c'est qu'ils sont là depuis 91. C'est le premier élément. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose au bout de... Moi, je serai président du net jusqu'en 2021, et ben, la limitation de mandat fait que il faudra que je quitte la tête du net. Premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une similitude au niveau des pratiques et des approches politiques. Cette similitude fait que nous devons aujourd'hui dire que tant que nous continuerons à faire la même chose, nous ne pouvons pas espérer avoir des résultats qui sont différents. Oui, ça c'est classique. Voilà. Donc, non, c'est pour ça que nous disons que c'est des leaders de la perpétuelle défaite, parce que ça fait 30 ans que ça dure, excusez-moi du peu. Ça fait 30 ans que, à la veille de chaque élection, nous clamons, nous demandons... Est-ce que vous savez avec qui vous vous battez là? Non, on ne se bat pas avec des gens, on se bat contre des gens. Et nous nous battons contre UNIR qui a fait une énorme mue. Le pouvoir de Eyadema n'est pas le même pouvoir que... C'est comme 2 ans oui, mais qu'ils sont là. C'est ce que j'ai dit. C'est que la première... Ça vous a dit que la bataille est rude. En termes de stratégie, le premier élément, quand vous allez à l'école de stratégie, le premier élément, dans l'armée, on dit primo, le primo, c'est la situation ennemie. Il faut connaître votre ennemi. Quel est votre ennemi? Le primo alpha. Quel est votre ennemi? L'adversaire que les gens avaient dans les années 80, Gnassingbé Eyadema n'est pas le même adversaire que Fort Gnassingbé. La preuve, c'est que vous voyez quand même de façon assez curieuse que vous vous retrouvez aujourd'hui lors des dialogues où vous avez un Agboibo, un Fabre, une Madame Adjangbo qui se retrouve avec qui en face, un Gilbert Bahora, comment on l'appelle? Malik Machaba, qui est le fils du père. Et donc vous vous rendez compte que, en fait, d'un côté il y a une mue, et de l'autre côté, la mue n'est pas encore opérée. Et donc, tant que les stratégies continueront ainsi, bien sûr qu'on aura du mal à faire comprendre aux gens que nous avons changé de stratégie. Les stratégies n'ont pas beaucoup changé. Regardez tout ce qu'on a fait depuis... Moi, je suis rentré en politique en 2012. En 2013, une partie de l'opposition a décidé de rejoindre le processus qu'une semaine avant les élections. En 2015, on a clamé depuis le début, s'il n'y a pas de réforme, il n'y aura pas d'élection. Et assez curieusement, à 3 jours ou 4 jours de vie de candidature, on a supprimé en disant, écoutez, finalement, même s'il n'y a pas de réforme, il y aura des élections. Et nous sommes aujourd'hui, à la limite, on peut dire que cette année, c'est nouveau. Parce que on semble quand même être dans une certaine cohérence, on en parlera peut-être. Bien sûr. Voilà. Mais si on ne change pas de stratégie, il est évident qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer avoir des résultats différents, surtout si l'adversaire en face s'adapte systématiquement à nos stratégies qui ne modifient pas. Aujourd'hui, on a l'impression, quand vous regardez, qu'il y a une lisibilité, une prévisibilité, que systématiquement UNI nous amène l'ensemble de l'opposition là où il veut systématiquement les amener et qu'on nous dévance à un coup près. On sait exactement qu'en faisant ça, les gens vont faire ça. Et on fait... Et ils tombent là-dessus, on dit, voilà, ensuite on les amène ici, ainsi. Et c'est ça, honnêtement, pour... Vous avez envie de dire qu'au niveau de la C14, on réfléchit très mal? Non, je ne veux pas le dire. J'ai trop de respect pour les gens qui sont là-dessus. Je dis même c'est ce que vous pensez? Non, je ne le pense pas. Est-ce que vous parlez de la stratégie qui n'est pas renouvelée? Je trouve qu'il faut changer d'homme. Moi, je pense, aujourd'hui, je l'ai dit, je ne le brandis pas comme un trophée, mais je pense qu'aujourd'hui, la classe politique togolaise a besoin d'un renouvellement. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont moi je suis sur WhatsApp, Facebook, j'ai 50 000 fans sur ma page, je discute directement avec mes militants, mon militant qui est à Paratao, je discute directement avec lui. Quoi, c'est ça la politique? Non, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on s'adapte à ces nouveaux mécanismes et aujourd'hui qu'on comprenne une chose, je le dis encore une fois, que le pouvoir d'Eyadema n'est pas le pouvoir de Fort, que la façon dont Fort gouverne aujourd'hui n'est pas la même façon que Fort et Eyadema gouvernait avant. Vous voyez, vous imaginez que, est-ce que dans les années 90, vous aurez eu un Fort qui est invité par Trump, par Macron dans leurs pays respectifs, alors que la rue gronde dans le Togo? Jamais. Et donc, si on ne prend pas en compte ces éléments-là, en se disant non, les dons sont différentes. Vous imaginez Fort en train d'aller faire le chairman d'une émission avec Bill Gates, assis face à face à Bill Gates, alors qu'au Togo, on dit qu'il est un dictateur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte à la donne. Si on ne s'adapte pas et on continue à dire que oui, le Togo est une dictature, on sera là dans 30 ans. Véritablement, vous voulez nous dire que le Togo n'est pas une dictature? Nous voulons dire... On n'en est pas un? Nous disons que... Un dictateur, je veux dire. Non, ça, vous savez, vous ne me prendrez jamais dans ce lot-là. Ce genre de définition ne m'intéresse pas. Je vis dans un pays où... C'est vous qui sortez l'élément. Je dis qu'il faut qu'on comprenne que l'adversaire est différent.
et qu'on ne peut pas continuer à le combattre avec les mêmes armes qu'on a combattu le père. Il faut qu'on comprenne que l'adversaire agit différemment. Il faut qu'on comprenne qu'en face, on a un rajeunissement. Il faut qu'on comprenne qu'en face, il y a de la stratégie. On comprenne en face qu'il y a plein de stratèges qui entourent l'adversaire. Et que si nous continuons à perpétrer les mêmes stratèges, ben, on ne pourra pas avoir des résultats qui sont différents. Et c'est ce que nous constatons. Je vous ai donné 3 exemples, 2013-2015. Que systématiquement on a amené les gens là où on voulait les amener. Aujourd'hui, comme vous comprenez, peut-être qu'on en parlera, que l'armure commence à se... Il y a des formations politiques au niveau de la C14 qui commencent à tenir notre langage. Je ne sais pas si c'est le début de quelque chose, ça ne m'intéresse pas trop. Mais vous comprenez que parfois, on amène une partie de l'opposition togolaise là où UNI veut vraiment les amener. Et ça, moi, personnellement, ça me fait pas plaisir. Et c'est pour ça que vous demandez clairement à la jeunesse togolaise aujourd'hui de se mettre ensemble pour battre ou mettre au placard ceux-là que vous appelez des leaders de la défaite perpétuelle. 25% de la population, non, 50% de la population togolaise a moins de 25 ans. Si elle considère que la situation dans laquelle aujourd'hui elle vit, les conditions de travail, vous avez vu tout récemment un simple concours de l'ENI où on a besoin de 1000 ou 2000 places. Vous avez, quand vous avez le bac, vous n'avez pas envie d'aller enseigner. Nom de Dieu. Quand vous avez le bac, vous avez envie d'être docteur, vous avez envie d'être pilote, vous avez envie d'être astronaute, mais vous n'avez pas envie d'aller enseigner. Et quand vous voyez que des gens ont leur bac et courent pour aller enseigner, c'est que nous avons une société qui a un problème. Et donc par rapport à ça... Alors quand on fait ce genre de constat, plutôt que de demander à ces jeunes de chasser ces leaders de la défaite perpétuelle, pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas de chasser ceux qui sont responsables de ça? Non, nous disons de chasser toute la classe politique. On ne dit pas de chasser uniquement... Y compris vous? Oui, bien sûr, nous sommes vieux. Moi, je commence à être vieux. Non, aujourd'hui, je suis plus de la première jeunesse. Il faut que les jeunes de 25 ans prennent le pouvoir. Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne partez pas et laissez la place à la jeune classe de votre parti? Mais encore faudrait-il qu'on ait des gens. Au fait, aujourd'hui même, quand je le dis, je reconnais... Parmi les nombreux adhérents de votre parti, il n'y en a pas de potentiel. Non, je vous ai dit, moi, je pars en 2021. Les textes de notre parti disent 4 ans renouvelables. Une fois, moi, en 2021, je vais partir et j'espère que je vais avoir des jeunes d'une trentaine d'années qui vont prendre la place. Je suis en train d'en former certains, justement, pour prendre la relève. J'espère que ceci se fait aussi dans d'autres formations politiques, parce qu'aujourd'hui, vous avez des formations politiques qui ont des grands-pères, où c'est plutôt des grands-parents qui sont à la tête de formation politique. Vous voulez parler de Maître Yaobi Agboibo? Oui, non, pas le seul, il y en a d'autres. Je pourrais parler aussi de Solito qui dans Unir, ou bien de Barquet aussi dans Unir. Comme quoi, vous voyez que je ne fais pas une fixation sur l'opposition. Des deux côtés, nous avons des Mouro Naba qui cèdent le plancher et laissent la place à une jeunesse qui est plus studieuse, qui est plus industrieuse et qui peut réellement modifier la donne dans notre pays. Je reviens sur ma question directement. Pourquoi est-ce que vous demandez aux jeunes de chasser des leaders de l'opposition plutôt que de leur demander de chasser ceux qui sont responsables de leurs conditions de vie? Vous m'avez posé une question en début d'émission. Qui est responsable de la mauvaise santé financière de notre pays? Ceux qui sont responsables, c'est le parti au pouvoir. Mais écoutez-moi un terme. Ces gens-là ne vont pas partir de façon ex nihilo. Pour qu'ils partent, il faut qu'il y ait un adversaire de taille qui va les faire partir. Donc la première étape, c'est qu'il faut modeler l'adversaire. C'est pour ça que parfois, quand on nous dit, mais pourquoi vous en prenez à la C14? Non, on ne s'en prend pas à la C14, on fait des propositions à la C14. Parce qu'aucun parti au pouvoir n'a lâché le pouvoir gratuitement. Vous ne connaissez pas une formation politique qui va dire, écoutez, maintenant nous sommes fatigués, venez prendre. Non. Il faut pouvoir les battre et nous considérons, nous, en tant que parti légaliste, qu'il faudra les battre à travers les urnes. Et pour cela, il faut mettre en place une nouvelle jeunesse ambitieuse, organisée, pour pouvoir trouver les moyens, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays, pour battre Unir à la régulière dans les urnes. C'est pour ça que nous disons il y a 25%, non 50% de la population togolaise qui est jeune. Prenez d'abord la relève des partis de l'opposition. Et ensuite, une fois que vous êtes bien organisé, les 50% vont aussi, ça va être une sorte de marée qui va tout emporter sur le passage. Oui, mais tel que la politique est organisée aujourd'hui, où des gens ont faim, on nous a reproché de parler de la faim, parce que la gestion d'une nation n'est pas que de l'alimentaire, mais dans les conditions actuelles, vous pensez que des jeunes peuvent véritablement s'engager dans la politique quand vous faites la guerre? Ah ben écoutez, non, moi je me suis engagé dans la politique, j'avais 29 ans, donc et je ne pense pas être quelqu'un d'extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'engagent dans des formations politiques, malheureusement c'est qu'on ne les laisse pas éclore. Moi je connais
dans plusieurs formations politiques, même de CAP 2015, des gens qui ont ma génération, qui étaient même engagés dans ces générations, dans ces partis-là, mais on leur fait ombrage parce qu'on ne les laisse pas passer. Ça, c'est aussi un problème, il faut avoir le courage de le dire, c'est qu'il y a une gérontocratie qui a confisqué le pouvoir dans les partis traditionnels dans notre pays. Donc oui, maintenant, peut-être qu'il faut avoir cette folie-là que moi j'ai, et pour dire, je vais lancer un parti politique et dépenser le peu de ressources que j'ai pour ce parti politique. Mais non, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont les moyens, qui peut-être manquent un peu cette folie-là pour se lancer dedans. Est-ce que vous êtes départi de votre ancien statut d'officier? Oui, je suis démissionnaire depuis le 3 octobre 2011 des forces armées togolaises. Démissionnaire officiellement, démissionnaire. Vous avez quitté ça dans l'âme aussi? Est-ce que... Ou de temps en temps, vous retournez à la maison, vous discutez avec eux? Est-ce que de temps en temps, il m'arrive pas d'aller dans un régiment, dire bonjour aux camarades? Si, pourquoi pas. Vous savez, les forces armées togolaises travaillent dans des conditions très difficiles, parfois même ingrates, parce que c'est très difficile de travailler pour son pays et avoir l'impression que son pays est contre soi. Donc oui, de temps en temps, aller voir les frères d'armes, je pense que c'est une bonne chose. Je m'émeus chaque fois que j'apprends que des gens ont donné leur vie pour sauvegarder la paix dans la sous-région. Et je pense que l'une des reproches que je fais aux forces armées togolaises, c'est qu'elles ne communiquent pas suffisamment, parce qu'elles s'en font beaucoup pour les populations togolaises, même si, comme toute force, elles peuvent être aussi instrumentalisées par les pouvoirs publics, autant par le parti au pouvoir. J'ai toujours été contre les grands rapports. Je trouve que ça n'a pas de sens que les officiers se réunissent une fois en vase clos avec le chef de l'État, même s'il est le chef suprême des armées. Cette rencontre-là peut se faire en présence, par exemple, du président de la Commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale, d'un président d'autres députés, même éventuellement de l'opposition. Donc oui, on peut avoir une instrumentalisation des forces armées, ça arrive dans beaucoup de pays, mais au-delà, je considère que les forces armées togolaises, moi j'ai été casque bleu à l'étranger, en Côte d'Ivoire, et nous étions quand même la force sur laquelle on savait qu'on pouvait compter quand c'était chaud. Les militaires togolais sont bien appréciés à l'extérieur du pays, et c'est parfois dommage de se rendre compte que c'est quand ils rentrent dans leur pays qu'ils sont vus avec un mauvais œil. Donc oui, moi de temps en temps, aller voir des camarades, boire une bière avec eux, ça m'a jamais posé de problème. Il semble que vous êtes un pion en réalité du pouvoir dans l'opposition. Du moment où vous dites qu'il semble, je ne commente pas. Est-ce que vous êtes l'œil du pouvoir dans l'opposition? Le pouvoir n'a pas besoin d'œil dans l'opposition, et du moment où je ne suis pas dans la C14, comment voulez-vous que je sois l'œil de quelque chose, dans quelque chose où je ne suis pas? Nous, quand on était au cap... Vous avez créé le trouble? Non, mais ce que je dis, mais pour être l'œil dans quelque chose, il faut y être. Et honnêtement, je peux vous dire sans rentrer dans les détails que ceux qui sont l'œil du pouvoir dans l'opposition, ils sont nombreux et ils savent le rôle qu'ils jouent dans Vous les connaissez? Ben, tout le monde les connaît, vous les connaissez, même si c'est le genre de... On va dire, il semble aussi qu'aujourd'hui, dans ces ensembles-là, il y a des gens qui constituent l'œil. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas... Comment voulez-vous que quelqu'un soit l'œil de quelque chose dans lequel il n'est pas? Non, aujourd'hui, nous sommes un parti, le net, nous assumons nos choix et nous n'avons absolument pas besoin d'être dans un groupe pour assumer nos choix. Si nous étions peut-être dans la C14 ou comme nous étions à l'époque à 4 2015, on aurait pu dire, ouais, mais vous êtes... J'aime bien l'expression, vous êtes la top. Mais maintenant, pour être une copie... Ça vous a beaucoup dérangé à l'époque? Non, du tout. Vous savez, je pense que ce qui est le plus important pour un acteur politique, c'est l'opinion qu'il a de soi. Et j'ai une très bonne opinion de moi-même. Donc ça va. Très bien. Nous allons marquer une dernière pause. Et quand on retrouvera directement, nous allons parler de la C14 et du boycott du scrutin. On parlera également de la CEDEAO et nous donnerons la parole aux auditeurs à 12h15 sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Ceux qui souhaitent quand même nous contacter par messagerie, ils peuvent le faire sur notre numéro WhatsApp. C'est le 90 71 49 62 pour nous envoyer un message sur WhatsApp. On précise, pas de SMS, mais de WhatsApp. C'est le 90 71 49 62. Taxi Presse, dernière minute ou dernière partie avec notre invité, Djeri Tama, le président du Nouvel Engagement Togolais, avant de le retrouver. Et puis après les auditeurs, nous avons au téléphone Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie, bonjour. Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi tout à l'heure à 12h45. Quel est le contenu du journal? Eh bien, on va parler du mouvement des femmes unir qui se prépare davantage pour le 20 décembre prochain. Eh bien, le MQ, 108 membres,
en vue donc de ces échéances électorales. On va faire le point avec Abdoul Akondo. On va également parler de la BOAD qui souffle ses 45 bougies. Un forum de 2 jours va être organisé à l'OB pour la circonstance. Également retenu en titre l'installation du comité du pilotage national du bureau de restructuration et de mise à niveau des industries, une initiative du ministère de l'Industrie et du Tourisme. Enfin, sport, Maurice Noussoudien, nouvel entraîneur de l'AS OTR, les Autérois qui se sont attachés des services du technicien togolais Yemek Kodi. Voilà le menu de Taxi Midi. Très bien, on vous suivra tout à l'heure avec plaisir à 12h45, Jean-Marie Leblanc. Retour en studio avec Jerry Taman. Jerry Taman, vous suivez l'actualité. Le gouvernement togolais a convoqué le corps électoral. La CENI a quand même rallongé ou a ajouté quelques jours pour permettre aux Togolais qui ne se sont pas fait enrôler d'inscrire ou non sur la liste électorale. Et puis la coalition qui, en conférence de presse avant-hier, a clairement affiché ses positions. Elle boycotte le scrutin législatif. Ça fait votre affaire, non? Non, ça ne fait pas notre affaire. Vous pouvez prendre le poste facilement de chef de file de l'opposition. Sur tapis vert, on n'a jamais eu de gloire à gagner quelque chose sur tapis vert. D'abord, c'est que le poste de chef de file de l'opposition, il y a, je pense, des formations historiquement qui sont mieux implantées au Togo que le NET, qui est un parti qui est le dernier arrivé. Nous sommes arrivés en 2012. Il y a des formations qui sont là depuis longtemps et qui, je pense, vont participer à ces élections, qui ont plus de capacité. Et puis, comme je l'ai dit, honnêtement, quelle gloire y a-t-il à gagner un concours sur tapis vert? Il y a absolument aucune gloire. Si vous participez à une élection où j'espère qu'il y aura une situation qui permettra à toute la classe politique de participer à ces élections. Si vous allez à une élection où tout le monde n'est pas là, quelle que soit la victoire que vous avez, ce sera toujours une victoire étriquée. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une formation politique pour les formations qui veulent aller à ces élections qui peut se réjouir de la situation, même si parfois en politique, on fait... Mais ça vous avantagerait quand même, hein, non, de ne pas avoir, par exemple, à Sokodé, je ne sais pas si vous présenterez des candidats là-bas, qu'il n'y a pas un PNP dans la zone pour... Non, mais de toute façon, ça tombe bien, nous, on ne sera pas à Sokodé. Donc, je pense que ça nous arrangerait mieux d'avoir des formations politiques. Vous serez à de quel goût? Nous le dévoilerons le moment venu, mais je pense que ça arrangerait les partis qui se revendiquent de l'opposition d'avoir peut-être les 3 sièges de Sokodé passés sous la bannière d'un parti de l'opposition. J'ai toujours dit, et nous l'avons dit en 2018, que l'alternance commencerait par la victoire de l'opposition aux élections législatives. Parce que quoi qu'il en dise, quoi que dit notre Constitution, si vous avez l'opposition qui est majorité à l'Assemblée nationale, vous ne pourrez pas avoir un Premier ministre qui n'ait pas l'onction ou qui ne soit pas issu de l'opposition et vous rentrez automatiquement dans une situation de cohabitation. Et c'est cette cohabitation-là qui peut créer les conditions d'alternance en 2020. Et que donc en réalité, rater les élections législatives en 2018 peut malheureusement ouvrir un gros boulevard pour unir en 2020. C'est malheureux. Nous espérons que les choses changeront. Alors quel regard vous portez aujourd'hui sur ce boycott annoncé de la C14? Pour nous, nous pensons que quand vous appelez un juge, hein, c'est le cas de la CEDEAO, quand vous acceptez son verdict, quand vous acceptez que la personne donne son jugement, ce jugement, vous savez, souvent on dit la loi est Dieu, mais c'est la loi. Ce jugement peut être unique, mais je crois, ça c'est mon opinion personnelle, que ce qui aurait été plus sensé, c'était de prendre ce que la CEDEAO a donné et poursuivre les discussions. C'est-à-dire aller prêter serment à l'Assemblée nationale et demander aux militants d'aller se faire recenser pour les 3 jours et sans aucun doute peut-être provoquer soit une conférence extraordinaire de la CEDEAO ou alors ressaisir les facilitateurs pour peut-être leur faire comprendre ce que la rencontre peut-être de Conakry n'a pas pu faire ressortir. Parce que à force de se mettre à dos tout l'ensemble. Quand j'entends que la CEDEAO envoie des gens à l'abattoir, moi, personnellement, j'ai du gêne. Parce que c'est des gens aussi qui ont laissé leur activité, qui ont laissé les problèmes qu'ils ont dans leur pays. Vous imaginez qu'aujourd'hui, Condé a plus de problèmes dans son pays qu'au Togo. Et donc, les gens qui ont laissé leurs problèmes, qui ont essayé de nous aider à régler le problème, il n'y a jamais de jugement qui soit... Mais il y a une feuille de route là. Est-ce que cette feuille de route est respectée à la lettre? Maintenant, c'est qui détermine si la feuille de route est respectée si ce n'est pas le comité de suivi? C'est ça la question. C'est-à-dire que vous pouvez aussi lire. On peut donner vous pouvez lire et voir si on respecte la feuille de route. On peut donner notre avis. Et dans cet avis-là, il y a tout le monde qui viole la feuille de route. Tout le monde. Il faut qu'on ait le droit de le dire.
tout les le deux monde parties violent violent la feuille de route. Le 23 septembre, les deux parties sont... La raison pour laquelle nous on a quitté la CENI, c'était qu'on nous a fait comprendre que le chronogramme avait été consensuellement accepté, que la C14 rejoignait la CENI au plus grand tard le 30. Et vous savez que pour rejoindre la CENI, il faut d'abord aller faire voter les nouveaux éléments à l'Assemblée nationale, ensuite aller faire la prestation de serment à la Cour constitutionnelle, et que les experts seront mis en place. Le 24, les experts ont été mis en place et nous, on a fait une conférence en disant non, mais on veut partir. Le 26, on a la C14 qui dit non, écoutez, le découpage électoral, qui est l'une des revendications phares, n'ayant pas été pris en compte, la présidence, le mode de scrutin de 2 tours n'ayant pas été pris en compte, ben, nous, on ne pourra pas aller au recensement. Ben, écoutez, quand vous prenez la feuille de route, le découpage électoral en termes des élections législatives n'a pas été expressément précisé. Le mode de scrutin, en ce qui concerne les élections législatives, n'a pas été expressément précisé. Mais on s'est basé sur la décision en disant, nous avons toujours demandé ça, si ce n'est pas pris en compte, nous demandons de boycotter les élections. Non, on parle des élections. Pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit 2020 qui soit pris en compte? Non, je ne parle pas de 2020. Oui, mais parce qu'on a eu une élection, il faut un cadre électoral à tenir quand même. Vous ne trouvez pas? Ce que je dis, que nous, quand la feuille de route est sortie, nous avons dit qu'elle était insuffisante. La feuille de route, déjà, mais nous, on n'y était pas. Mais la feuille de route est insuffisante. Je peux vous citer trois éléments de l'insuffisance de la feuille de route. Le premier, c'est qu'on ne nous dit pas quand est-ce qu'il faut faire les réformes constitutionnelles. On dit qu'il faut faire les réformes constitutionnelles, on ne dit pas quand. On parle de l'inclusivité de la CENI en disant des membres. C'est qui les membres? Est-ce que c'est les membres C14 et UNIR et donc subitement les partis politiques, les 90 autres partis politiques comptent pour des prunes au Togo, ou bien c'est les acteurs politique. Est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui la société civile qui doit être à la CENI doit être désignée par la C14 et UNIR? Est-ce que la société civile qui se détermine par son indépendance doit être désignée par des acteurs politiques? Donc on parle d'insécurité, on parle de quoi? Il y a énormément de flou dans la feuille de route. On aurait pu peut-être demander plus de clarification. Mais à partir du moment où on est parti sur des pieds bancals, aujourd'hui, c'est pour ça que nous trouvons que les responsabilités sont partagées dans cette situation, parce que la feuille de route en elle-même ne permet pas de régler le problème. Quand vous parlez du cadre électoral, quels sont les éléments de la feuille de route qui parle réellement du cadre électoral? Deux simples éléments. La Cour constitutionnelle et le vote des togolais de la diaspora. C'est tout. Cour constitutionnelle et vote togolais de la diaspora. C'est ça le cadre électoral. Personne ne nous dit le découpage électoral, il faut le reprendre, il ne faut pas le reprendre, alors que c'est un élément qui doit se faire à l'Assemblée nationale. Si on s'appuie sur la majorité mécanique, ça ne passera jamais. Le mode de scrutin, encore que au départ nous étions sur un mode de scrutin à 2 tours. C'est l'ancienne UFC qui a dit non, le mode de scrutin à 2 tours n'est pas bien, allons au mode de scrutin proportionnel parce qu'on pensait qu'il permettait il permettait l'abstention, tout simplement. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on dit il faut retourner au mode de scrutin à 2 tours. Mais ceci n'a pas... Autant dans la feuille de route, on vous dit il faut faire au niveau de la réforme constitutionnelle limitation de mandat et élection à 2 tours, vous n'avez pas limitation de mandat, mode de découpage ou même élection à 2 tours en ce qui concerne les élections législatives. Donc, on a une feuille de route incomplète. Tout le monde s'est compris là-dessus. Vous avez Donc aujourd'hui, clairement, la feuille de route crée plus de problèmes. Mais la feuille de route crée plus de problèmes. Qu'elle propose des solutions. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que les Togolais ont refusé de se parler. En réalité, si aujourd'hui les Togolais décident tout simplement d'aller dire à la CEDEAO, nous on a trouvé des solutions à nos problèmes, la CEDEAO va dire, soit, au revoir. Mais si nous avons pu faire l'APG en 2006, c'est que les Togolais se parlaient ici et allaient entériner ce qu'ils ont décidé ici, au niveau de Blaise Compaoré. Mais ici, on décide on ne veut pas se parler. Quand il y a eu la feuille de route le 31 juillet, 6 jours plus tard, le gouvernement a appelé l'ensemble des formations politiques, y compris la nôtre, parce que, vous y dites, n'en déplaise à certains, nous participons à la vie politique de ce pays. Et qui sont les gens qui ont dit qu'il était hors de question que le gouvernement ouvre des discussions pour voir comment appliquer la feuille de route? C'est nos amis de la C14 qui ont dit non, le gouvernement étant partie prenante n'a pas le droit de consulter les gens. Mais comment vous voulez régler un problème dans un pays où vous refusez même l'existence des institutions et où vous refusez de vous parler? C'est ça le problème dans notre pays. On a réussi plus ou moins la PG, même si on n'a pas pu l'appliquer, parce que nous avions à l'époque, et en cela il faut saluer la clairvoyance de Maître Agboibo. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre le rôle qu'il joue dans la C14. Mais en 2006, il faut saluer la clairvoyance de Maître Agboibo qui a pu mettre tout le monde autour d'une table et on a discuté. Aujourd'hui, on ne se parle pas. Vous imaginez la scène ubuesque
que nous avons eu à 2 février, où on a dit, bon, comme vous n'arrivez pas à vous entendre, est-ce que vous pouvez au moins vous retrouver dans la pièce là-bas, essayer de voir. Chacun, on a laissé la chambre là-bas, on est revenu. Tant qu'il n'y aura pas de dialogue entre les Togolais, on sera toujours dans des solutions à minima et des solutions, non seulement qui arrangent aucune des parties, mais je ne pense pas qu'elles arrangent les Togolais. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas échoué dans la médiation au Togo, dans la facilitation? Non, on n'a pas échoué. Vous savez, au-delà de tout, l'objectif de la CEDEAO aussi, c'est d'abord garantir la stabilité. Et il y a un élément que vous devez reconnaître. Alors la stabilité, ça suppose quoi? Absence de guerre? Absence de guerre, absence de violence, absence de troubles. Aujourd'hui, vous pouvez reconnaître au moins que... Ça ne veut pas dire qu'on nous garantit la paix. Non, mais la paix, c'est quoi? La paix, c'est la liberté de circulation, c'est la paix, c'est l'absence de violence. Et on peut reconnaître aujourd'hui que depuis l'an 2018, la CEDEAO a réussi quand même à faire en sorte que l'ensemble des manifestations, quand elles ont existé, elles sont passées de façon pacifique. C'est une bonne chose. Donc maintenant, sur cette première étape-là, oui, la CEDEAO a réussi. Maintenant, le reste de la crise, ne nous trompons pas, ce n'est pas la CEDEAO qui viendra la régler, c'est les acteurs politiques togolais qui la régleront. La CEDEAO est un catalyseur. Mais si nous ne mettons pas la volonté, on ne la réglera jamais. Oui, aujourd'hui, la C14 boycottera le scrutin législatif. Est-ce que ça donne nature à calmer la tension politique? D'abord, c'est cohérent, parce que si vous demandez à boycotter le recensement, vous ne pouvez pas demander à boycotter le recensement et aller à une élection. Maintenant, après, c'est un pari. Si demain la C14 arrive à mettre dans la rue togolaise 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes et qui bloque complètement les activités dans le pays, je pense que vous allez voir que dès le lendemain, il y aura un sommet extraordinaire de la CEDEAO, parce que la CEDEAO se sera rendu compte qu'elle s'est trompée dans la résolution de la crise togolaise. Maintenant, si on se retrouve dans les scénarios qu'on se retrouve... Vous conseillerez ça à la C14? Non, la crise C14 n'a jamais pris aucun de mes conseils, donc je ne vais jamais me risquer à cela. Mais si on se retrouve dans un scénario où on a plutôt des manifestations qui sont encadrées et qui respectent les normes dans un pays et qui, bien entendu, on a eu des grands pays où il y a de grandes manifestations, mais ça ne voulait pas dire que les institutions sont tombées. Je pense que le pari de la C14 sera un pari très osé. Alors, il y a les uns qui iront aux élections, les autres qui resteront à la maison. Je repose la question, est-ce que ça permettra d'apaiser la tension politique dans le pays? Je vous ai dit, la tension politique, ça fait 30 ans qu'elle dure et le Togo avance. Une chose qui est... Ah oui, le Togo avance? Sincèrement. Mais le Togo avance. Pourquoi? Mais je ne suis pas... Honnêtement, le Togo avance. Peut-être qu'il n'avance pas aussi rapidement que certains pays, mais il avance. Écoutez, le Togo d'aujourd'hui n'est pas le Togo d'il y a 30 ans. Vous avez dit que les choses sont difficiles dans le pays, économiquement, par exemple. Quand on dit que les choses sont difficiles, ça ne veut pas dire que rien n'avance. Non, on n'a pas dit non plus que oui, non, mais donc, ça n'avance pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose qui ne changera pas, c'est ce pays-là, avec ces hommes. Et il y a peut-être une chose qui change, c'est cette manipulation que les acteurs politiques, tous bords confondus, font pour ces populations qui parfois finissent par ne rien comprendre. On manipule nos militants, on manipule la population, mais en réalité, pour souvent même des dessins inavoués, rassurez-vous, ça c'est le cas de tous les pays. C'est pour cela aujourd'hui, il y a une sorte les gens désavouent quasiment les hommes politiques partout. Quand on prend les taux de participation, même dans les grands pays, ils ne sont pas fameux. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une chose qui ne va pas changer, c'est le peuple togolais, manipulé, désabusé, et qui quand même reste stoïque. Très bien. Nous allons permettre maintenant à nos auditeurs de vous interpeller. Nous allons prendre le premier qui est au bout du fil. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher ami. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Dodji. Monsieur Dodji, nous vous écoutons. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire au président Tama que la prestation de serment, c'est pas à l'Assemblée, c'est devant la Cour constitutionnelle, c'est ce qu'il avait laissé entendre. Je voudrais lui poser une question. Aujourd'hui, nous sommes plus à la CENI, mais je crois que les représentants se trouvent dans les CELI. Et certainement, ce sera dans les CLC. Or, le code électoral dit que les représentants de la CELI doivent être issus des partis politiques qui sont à la CENI. Et vous ne voyez pas qu'avec tout ça, là, c'est des incongruités et qui ne permettent pas de voir clairement la situation. Le NET, l'ULC et les autres se représentent toujours à la CELI. Et ils pensent qu'avec ça, là, le recensement se ferait bien et les autres acteurs qui seront à la CENI, mais ne seraient pas à la CELI, vont accepter
les résultats issus des recensements. D'accord. De deux. Oui, oui. Le recensement ne se fait pas seulement dans tous les centres de recensement. Cette fois-ci, on a pris des centres et laissé d'autres centres. Il ne voit pas qu'avec ça, des électeurs qui sont dans un centre auront des difficultés à aller voter maintenant lorsque tous les centres ne sont pas pris en compte. D'accord. Monsieur Dodi, merci beaucoup, on a compris directement. Oui, bon, d'abord, sauf si il s'agit d'un lapsus, je n'ai pas eu l'impression, c'est certainement ça, puisque la prestation des serments se fait à la Cour constitutionnelle. Et j'aimerais aussi lui rappeler que tant que la prestation des serments n'est pas encore faite, on n'est pas encore à la CENI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore les 8 membres de la C14 qui sont à la CENI. Et nous, tant que les nouveaux membres ne sont pas encore arrivés, nous restons jusqu'à ce que, bien entendu, nous soyons remplacés, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui procède au remplacement des... Donc vous êtes toujours à la CENI, vous travaillez. Jusqu'à ce que... mais vous avez démissionné quand même. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je dis, c'est que vous, quand vous démissionnez, c'est juste une opération administrative. Quand vous n'êtes pas quelque part, vous faites remplacer. Vous attendez que vos remplaçants viennent prendre votre place. Nous n'avons pas démissionné sur le bout des doigts, nous avons envoyé une lettre de démission et il faut maintenant que la Cour constitutionnelle procède au remplacement effectif des personnes qui ont démissionné. C'est ça la réalité. Donc vous êtes toujours payé. Honnêtement, je ne suis pas à la CENI, je ne peux pas vous dire si je suis payé ou pas, honnêtement. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, amener certains problèmes à des considérations et pécuniaires, pour moi, reste quand même très petit. Mais des gens font un travail remarquable à la CENI dans les CLC et le jour où ils seront remplacés par leur vis-à-vis, ceux-là aussi feront un travail remarquable à la CENI. Je rappelle que de 2007 jusqu'en 2015, le NED n'a jamais été à la CENI et que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui à la C14 étaient à la CENI. Et pour ce que je sache, ils étaient payés à l'époque. D'accord, très bien. On va prendre le second auditeur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Très bien. Kamba Djolé. Monsieur Kamba, nous vous écoutons. Oui, je voulais d'abord saluer le président du NET et aussi dire une chose. Bon, il est sur la posture de quelqu'un qui n'aime pas trop de la violence, parce que je sache suivant ses paroles. Mais une chose est que si nous voulons quelque chose pour un pays, c'est comme si nous sommes dans une maison et nous avons un problème. Est-ce que ce n'est pas préférable que les deux parties s'asseyent et discutent, même si ton frère ne veut pas t'écouter, ton frère ne veut pas accepter et venir à ta table. Il peut arriver que vous-même vous essayez d'aller vers cette personne encore une fois, pour lui demander si ce que vous lui proposez, ça ne doit pas. Maintenant, qu'est-ce que lui veut qu'on fasse pour que tout aille bien dans la maison? Est-ce que ça ne peut pas se faire? Directement. Maintenant, oui. Vous avez fini, M. Kamba? Non, pas encore. Allez-y très rapidement. Maintenant, et aussi, mes frères de la C14, je les en prie, c'est un appel que je fais. Nous sommes arrivés à un moment où, si on ne sait pas faire, ça va amener quelque chose dans ce pays que nous-mêmes, quand nous allons nous asseoir un jour, nous n'aurons même pas le désir de chanter notre hymne national. Très bien. Donc, on n'a qu'à faire tout, quoi qu'il arrive, s'asseoir, appeler l'autre. Même si la personne, tu penses que la personne ne t'aime pas ou tu penses que la personne ne veut pas faire ce que tu veux, continuez toujours à approcher la personne. Allez chaque fois vers la personne et dites-lui ce que vous voulez vraiment et de façon un peu pragmatique. Ce n'est pas la peine d'aller toujours avec la force. Bien. De façon pragmatique. Monsieur Kamba. L'autre entende raison pour que nous ayons la paix dans ce pays. Merci beaucoup, Monsieur Kamba. La paix est la seule chose que nous avons dans ce pays. Merci bien. Merci à vous aussi. Non, je pense que peut-être M. Kamba a pris l'émission en coup de route parce que nous avons précisé que au moins 6 ou 7 propositions que le NET a faites ont toujours été transmises à la CEDEAO, au Parti UNIR, au gouvernement et à la C14. Et nous déplorions le fait que souvent ce soit le gouvernement et la CEDEAO qui accusent de réception de nos correspondances et que, finalement, les partis politiques que nous combattons, il faut le dire, dont les extrémismes n'accusent jamais réception. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez si vous ne pouvez que faire des propositions à d'autres en espérant que vos propositions peut-être puissent les satisfaire. Mais bon, on le fait, mais comme une des responsables a intervenu tout récemment sur notre média, c'est que peut-être il faut considérer que 14 personnes réfléchissent mieux qu'une seule personne. D'accord, très bien. Alors nous allons préciser à nos auditeurs que pour nous joindre en direct dans l'émission,
Les numéros à composer sont 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Pour nous envoyer un message WhatsApp, le numéro à composer, c'est le 90 71 49 62. Cette réaction de nos auditeurs sur le message WhatsApp, s'il est vrai que le RPT UNIR a renouvelé ses dirigeants, il est aussi vrai que les méthodes n'ont pas changé. Insistons beaucoup plus sur un changement de stratégie que sur le renouvellement des acteurs de la vie politique, dit l'auditeur. Il conclut en disant « Je trouve que M. Tama dénonce beaucoup plus les dérives au niveau de la C14 que les dérives du pouvoir, comme s'il s'oppose à l'opposition. Je ne comprends pas. » Une réaction directement. Peut-être avant de réagir à ça, on va écouter notre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Eric Gaston. Oui, quel est votre nom, monsieur? Oui, c'est Serge depuis Algérie. Nous vous écoutons, Serge. Je salue votre invité. Bonjour. Vous avez eu à le poser une question là. Il semblerait qu'il est l'heure du pouvoir. Tu sais, je voulais dire quoi. À chaque fois quand il est invité sur un plateau là, il aime critiquer la C14. Alors que lui-même il critique les opposants. Je ne le comprends pas. Finalement, je ne le comprends pas. Hein? La C14 est devenue son bourreau ou bien comment. Hein? D'accord. Vous avez raison de lui poser cette question si ça me reste qu'il est du pouvoir. Et puis c'est vrai, moi je vois ça. Sur notre réaction, c'est ce qu'il fait quoi. Nous, on ne connaît pas. D'accord, très bien. Monsieur Serge, merci beaucoup. Dire quoi? Oui, d'accord, très bien. On a compris, Serge. Ça rejoint la première inquiétude de l'auditeur. Maintenant, vous savez, une émission comme celle-là permet aux gens d'exprimer leur opinion. Bien sûr. On ne peut pas le leur enlever. Vous avez posé la question, je vous ai répondu. C'est une question pragmatique. Pour être l'œil de quelqu'un, il faut que tu sois là où on veut que tu sois pour être en mesure de voir. Pourquoi est-ce que vous critiquez beaucoup plus l'opposition que le pouvoir, les dérives du pouvoir? Je l'ai expliqué à 2 reprises. Au fait, c'est qu'une bonne partie des critiques qui sont souvent constructives sur des actions du gouvernement ne sont pas prises en compte parce qu'on considère que c'est normalement ce qu'un parti doit faire. Mais chaque fois que nous critiquons une action, et qui, nous le disons, c'est que chaque fois qu'il y a des postures qui sont extrémistes au niveau de la C14, on considère que, normalement, si nous revendiquons de l'opposition, nous ne devons pas critiquer des actions de la C14. Encore une fois, je répète encore, nous sommes un parti politique, nous ne critiquons pas la C14 du matin au soir, mais nous donnons nos points de vue qui parfois sont aux antipodes du point de vue de la C14. Et ça, on ne peut pas nous enlever aussi le droit de donner notre point de vue sur ce qui se passe dans le pays. On va prendre notre auditeur. Il y a un qui nous a envoyé un message qui nous dit le peuple togolais souffre du mal de ses dirigeants et qui ne s'occupe que de leur ventre. Seul le peuple peut reprendre la lutte et changer le destin de ce pays. Le président Jerry Tama ira à cette élection avec quel fichier? Disons-nous la vérité. Vous irez aux élections avec quel fichier? Avec le fichier qui aurait été mis en place, comme on l'a fait. On ne connaît pas encore? Oui, aujourd'hui qui est en train d'être audité par les experts de la CEDEAO, surtout que c'est la C14 réunis qui ont accepté de mettre en place des experts de la CEDEAO. Donc on attend tout simplement que les experts de la CEDEAO nous disent si le fichier est compatible avec les normes internationales ou pas. On attend tout simplement. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Bonjour, monsieur Jéritama. Bonjour. Vous savez qui aime bien châtie bien. Je fais partie de ceux qui vous apprécient à vos débuts. J'admirais à l'époque votre franc-parler. Ça va revenir. Oui, mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le cas. Ça va Comme revenir. l'a si bien dit. Eric, vous posez la question pourquoi vous êtes aussi détesté. Et vous avez répondu que non. Évidemment, la vendeuse d'ablo ne dit jamais que son ablo est froid. C'est toujours chaud, qu'on dit dans notre règle. Surtout si on achète l'ablo. Oui, pardon, pour qu'on l'achète. Si on l'achète, c'est que il est bon. Oui, mais je vais vous le dire, lorsqu'on est assis sur une chaise et que la chaise vous dit que vous avez pété, et vous aurez beau crier, mais c'est une vérité. Moi, je vous dis que vous êtes actuellement détesté par vos propos. Un exemple palpable, vous êtes le seul chef de parti qui a été molesté
par la diaspora. Et si le chef de parti aussi qui sont allés rencontrer les gens sans... Oui, mais qui sont allés rencontrer les gens. Parce que je prends des initiatives. Oui, ça c'est visible. Ah oui. De telle façon même que votre nom est devenu les jeux aujourd'hui. Alors, monsieur Maglo, allez droit au but, posez votre question. Justement, c'est ce que je voudrais lui dire. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'il faut aller battre le pouvoir par les urnes, sachant que c'est impossible, qu'on ne peut pas battre ce pouvoir par les urnes, étant donné que c'est les armes qui peuvent battre ce pouvoir. Il le sait très bien, il est un militaire. Et lorsqu'il dit que on a conduit l'opposition vers une seule direction. Ce n'est pas par la force de la persuasion, c'est par les baïonnettes. Et lorsque vous tenez de tels propos, vous croyez que les gens peuvent vous croire? Ce n'est pas possible, M. Djeritama. Soyez quand même raisonnable. Vous avez tenu actuellement, vous avez tenu des propos qui ont blessé des gens. Hein? J'ai dit une chose. Lorsque vous êtes assis sur une chaise et que la chaise vous dit que vous avez pété, acceptez ça humblement. Le peuple togolais vous déteste. Eric a eu à vous poser même cette question tout à l'heure. Vous êtes l'œil et l'oreille du pouvoir. C'est juste une question. Vous ne pouvez pas nier cela. Ça, il faut l'accepter. Ça vous permettra que nous qui vous croyons encore un peu, nous qui vous croyons aujourd'hui un peu, nous pouvons changer de la vision que nous avons de votre personne. Monsieur Maglo, merci beaucoup, on a compris. Vous avez une réaction directement? Non, il n'y a pas de réaction. Ben, écoutez, vous savez, comme je l'ai dit, le propre des émissions interactives, c'est que chacun vient vous dire ce qu'il pense de vous. Ben, il a repris une bonne partie des questions que vous avez posées. J'ai répondu. Aujourd'hui, une seule personne ne peut pas dire si quelqu'un est détesté ou pas. Et puis, la deuxième chose que je voulais lui dire, c'est que ben, si le problème, le contentieux politique togolais ne peut pas être réglé par les urnes, donc ça veut dire que reprendre le recensement ou non ne réglera jamais le problème et qu'il faut peut-être essayer de le retrouver ailleurs. Et il y a un auditeur qui nous dit je voudrais savoir ce qui fait courir directement, qui semble s'accommoder de toutes les formes de transgression, pourvu que lui, il trouve son compte, écrit l'auditeur. Je ne cours pas parce que je suis dans un train qui est conduit par le tandem Unir C14. On ne peut pas courir quand on est dans un train dont le tempo est donné par les ayants droit. Le train de Bawara? Le train de Bawara, de Jean-Pierre Fabre, d'Adjamagbo, et ainsi de suite. Nous sommes aujourd'hui à la remorque, puisqu'on nous a dit qu'en réalité, nous n'avions pas droit de parole. Et aujourd'hui, nous ne faisons que suivre ce que la CEDEAO dit. Encore une fois, ce n'est pas nous qui avons accepté la médiation de la CEDEAO, ce n'est pas nous qui avons pris acte de la feuille de route du 31 juillet, ce n'est pas nous qui avons fait les discussions du 23 septembre, mais je rappelle quand même que le 23 septembre, au lendemain de la sortie du 23 septembre, le NES s'est engagé à quitter la CENI et on l'a fait. Donc bon, maintenant courir, je ne sais pas comment on peut courir en étant assis dans un train. Mais peut-être que chez certaines personnes, c'est possible. 93, 96, 99, 99, allô? Oui, bonjour, monsieur Djeritama. Bonjour. Bonjour, oui, cher ami. Je voulais poser une question. Est-ce que je pourrais confirmer à mon fils qui me demande si on pourrait convoquer un corps électoral qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que je dis? Quel est votre nom d'abord? Quel est votre nom d'abord? Didier, d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel journal officiel la nomination de vos membres à la Cour a été écrite? Parce que c'est dans le code de la nomination doit être confirmée affirmée dans le journal officiel. De quel membre? Est-ce que vous prenez le numéro? De quel membre? Est-ce que je peux me dire à mon fils, on peut convoquer un corps électoral qu'on ne connaît pas? Non, je ne te le dis oui ou non. Il y a deux questions que je comprends. Je vous remercie. Monsieur Didier? Oui. Monsieur Djeritama n'a pas bien compris votre question. Est-ce que je peux confirmer à mon fils qui me demande si on peut convoquer un corps électoral qu'on ne connaît pas? Parce que tout à l'heure, il a affirmé que le corps électoral n'est pas encore connu, que c'est en train d'être audité. Bon, je dis que le corps électoral n'est pas connu, mais le président a déjà convoqué le corps électoral. Mon fils me demande si c'est possible. Non, monsieur Didier, j'aurais aimé que vous posiez vous-même votre question et de vous appuyer derrière votre fils, parce que si vous avez la réponse, vous lui donnerez. Je vous ai dit tout à l'heure que... Non, je vous ai dit, il y a deux éléments. Il y a deux éléments qu'il faut savoir. Malheureusement, c'est que dans notre code électoral, il n'y a pas un délai. Le seul délai qu'on a, c'est les 35 jours par rapport au dépôt des fichiers. Mais on dit le corps le corps électoral est convoqué. Bien entendu, quand il est connu. Et toutes les élections qu'on a faites, le corps électoral a toujours été convoqué quand il est connu.
Maintenant, nous sommes, je le répète encore, dans une situation où on nous fait comprendre qu'en situation de crise, on peut transgresser toutes nos lois. C'est ce que je dis. Moi, si aujourd'hui, il peut être loisible, et je pense que si j'étais membre, partie prenante du dialogue, j'aurais saisi la Cour, la CEDEAO pour lui dire, écoutez, voilà que le code électoral n'est pas encore connu et vous demandez aux gens d'aller aux élections le 20. Mais il y a eu des discussions qui sont faites à Conakry, nous n'y étions pas. Qu'est-ce qui a été décidé? Vous êtes impuissants aujourd'hui. Mais nous sommes impuissants, il faut avoir le courage de le dire. J'ai compris maintenant. Et dans quel journal officiel la liste de vos membres ont été confirmés? Quel membre? À la CENI. Écoutez, le numéro. Je ne peux pas vous donner le numéro, mais Okay, le 20 octobre 2017, la Cour constitutionnelle a validé la liste des membres de la CENI. Et après, maintenant, ne me demandez pas de vous donner le numéro du journal officiel. Du journal officiel, il y a des choses que vous ne pouvez pas me demander. Il suffit d'aller faire les fouilles, vous les retrouverez. D'accord, très bien. On va parler de notre auditeur au téléphone. Allô? Ah, lui, il est parti. Il y a notre auditeur qui nous dit, est-ce que directement, il est là? Alors, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, je m'éloigne un peu. C'est très bien, c'est très gentil. Quel est votre Oui. nom? Oui, c'est André. André, nous vous écoutons. Oui. Pardon, je voudrais demander pourquoi personne ne pense à une éventuelle conférence nationale BIF. Pourquoi? Même si on se ferait aider de la CEDEAO comme ça, on délimite un délai, une durée des discussions, tout se passe, tout le monde peut suivre à la radio comme à la télé, et puis quand on commence, on le fait, quand on finit, on peut le savoir. D'accord. Parce que moi je suis perdu dans les trucs là, on va en Guinée, on va au Ghana, on va partout, et puis on ne sait pas d'où on part et où on va. Là, vraiment, c'est vraiment, comment dire, c'est trop flou. D'accord. Monsieur André, merci de nous avoir contactés. Il y a un auditeur qui nous dit, je pense que les auditeurs exagèrent. Est-ce que tout ce que directement a dit, est-ce qu'il n'y a rien de vérité? Mais il y a une logique que certains ne pensent pas, eux. Ils doivent donner leur point de vue et certains, non. Le dernier auditeur maintenant. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Eric. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien. Quel est votre nom? Commune. Monsieur Commune, nous vous écoutons. Bonjour à notre invité. Bonjour. J'ai 2 séries de questions. Vous êtes un corps habillé, c'est pour ça que je pose cette question. Il n'en est plus. Ah. Je sais, mais il peut me donner des informations. Allez-y. Hier, il y avait une séance de simulation de tests au niveau de l'aéroport, dans les parages de l'aéroport. Ce qui fait qu'on peut constater de visu des bénévoles, des policiers et des gendarmes. Qu'est-ce qui expliquerait un braquage à moins d'1 kilomètre sur ce paramètre-là? Ça, c'est la première question. Chaque fois, deuxième question, je vous accusais toujours d'être une béquille du pouvoir. Vous faites l'effort de vous défendre, mais vous m'avez jamais convaincu. J'aimerais que vous arriviez à me convaincre aujourd'hui. Je vais vous donner des éléments d'appréciation sur l'actualité togolaise politique. Et quand vous avez un membre à la CENI et vous faites de tout bois pour évacuer ou bien éliminer le 4e pouvoir, reconnu par l'article 10 du Code électoral. Je peux vous donner l'information. Le Code permet à la RAC d'inviter les médias privés publics à faire partie du processus électoral, comme on a fait pour Fosel. Mais vous avez tout fait pour écarter le 4e pouvoir. Deuxième élément d'appréciation, vous avez vos éléments dans la CENI et l'article 36 dit que les plénières sont des séances publiques. Aucune des séances de la CENI n'a été publique. Troisième information, vous avez vos éléments dans les CELI et dans les CLC. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas empêcher, pour pouvoir maintenir votre cadre d'opposant, l'enrichissement des mineurs? Comment, moi, en tant que citoyen lambda, vous avez toutes ces opportunités, vous ne les utilisez pas pour
pour me démontrer que vous êtes un vrai opposant. Comment vous voulez que je vous prenne? Très bien. Monsieur Komi, on va faire court. Merci beaucoup, on a compris. Et Monsieur Directeur, on va essayer de vous répondre. Non, ben, écoutez, il nous donne beaucoup de pouvoir. Les séances, par exemple, les plénières sont, selon le code électoral, ouvertes. C'est vrai que nous-mêmes, on s'est beaucoup ému du fait que les plénières, souvent, à la CENI soient plutôt fermées, qu'elles ne soient pas accessibles. Mais maintenant, après, ne demandez pas à une formation sur 17 ou bien alors 14 qui étaient de pouvoir prendre la décision et de forcer les choses. C'est la même chose pour les enrôlements de mineurs. Nous sommes encore une fois le seul leader qui soit allé sur le terrain pendant le recensement. Nous sommes l'un des rares, peut-être à avoir appelé les gens, nous envoyer des indications précises sur les endroits où se faisaient les enrôlements. J'aimerais bien que quelqu'un me dise, monsieur Taman vous a dit que dans tel bureau de vote ou bien dans tel CRC, il y a des enrôlements de mineurs, vous n'êtes pas allé le voir. Donc nous essayons de faire un travail, c'est très difficile. Dans un pays où on a habitué les gens à diviser le cerveau en deux, soit vous êtes du parti au pouvoir ou vous êtes de l'opposition, nous essayons d'exister hors de ces deux ensembles. Là, on sait que c'est difficile, mais il n'en reste pas moins, contrairement à ce que beaucoup d'autres personnes pensent, nous avons beaucoup de personnes qui apprécient le travail que nous faisons, et Dieu merci d'ailleurs. Nous avons déjà fait des élections, nous ne sommes jamais revenus à une élection avec 0 voix. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui sont pour nous. Ça, c'est en train de venir progressivement. Mais je crois que ce pays-là, on doit le construire ensemble, surtout dans l'acceptation de la diversité d'autrui. Sinon, on ne peut pas le construire. D'accord, je vais lire une série de messages en 1 minute et vous aurez quand même de répondre d'une façon transversale. Un auditeur qui nous dit, Monsieur Taman, les manifestations d'août 2017 ont été demandées, ont-elles demandé des élections ou des réformes? Qu'est-ce qui empêche le pouvoir de mettre en place une CENI consensuelle afin de répondre donc le recensement pour tout soit bien fait pour tout le monde? C'est ce que dit l'auditeur. Je ne représente pas le pouvoir ici, donc je ne peux pas répondre à cette question. Il y a un autre qui nous dit, le gouvernement togolais est prêt à mettre le pays à feu et à sang, c'est pourquoi il fonce sur le mur. On ne peut pas confier l'organisation de l'élection à ce gouvernement qui n'aime pas la transparence. Aussi, la CEDEAO veut résoudre cette crise par les élections. Il faut qu'elle retire l'organisation de l'élection à ce régime et nommer une personnalité neutre. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour le peuple togolais. Tama est nourri par le régime et il est simplement militant du NIRCNET. C'est des avis que je respecte, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais maintenant, vous pouvez amener un chameau ou bien une lièvre, un animal devant l'eau. Vous ne pouvez pas l'obliger à boire. Donc, j'essaie d'apporter la vérité qui est la mienne. Maintenant, je ne peux pas forcer les gens qui nous écoutent à croire à cette vérité. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une très bonne opinion de moi. Tous ces commentaires ne m'empêchent pas de dormir. Une dernière question et on va conclure. Cet auditeur qui nous dit, qu'est-ce qui vous garantit la sincérité et la transparence de cette élection du 20 décembre prochain? Êtes-vous sûr de remporter un siège ou bien vous y allez pour y faire figuration et bénéficier de la subvention du gouvernement? Je l'ai dit, un siège, ça ne représente rien. Même si d'aujourd'hui nous gagnons notre objectif qui est de 5 sièges, ça ne représenterait rien. Ce qui est dévoyé dans les élections au Togo, c'est la différence de moyens. Et ça fait plusieurs années que nous le dénonçons. Et je rappelle aussi que ça fait plusieurs années que des formations de politique de l'opposition vont aux élections en sachant que ces conditions-là sont là. Donc, j'ai l'impression qu'on se trompe on s'attaque à la proie et à l'ombre en laissant la proie. La vraie vérité, ce qui rend les élections complètes dans ce pays, c'est le gouffre qui est entre les ressources que le parti au pouvoir a et ce que l'opposition a. Ça, c'est quelque chose qu'il faut régler assez rapidement. Un dernier message pour conclure. Le dernier message, je dis, nous sommes fils de ce pays, nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, besoin de se parler. Et si tous ceux qui nous écoutent, que vous ayez une influence sur des leaders de l'UNIR ou une influence sur des leaders de la C14, faites en sorte qu'ils trouvent le moyen de se parler. Parce que nous voulons tous la même chose pour ce pays et il n'est pas admissible que nous soyons obligés de s'entre-déchirer alors que ce pourquoi nous nous entre-déchirons en nous battant, nous piétinons en réalité ce pourquoi nous entre-déchirons. Faisons en sorte que les Togolais puissent se parler et comprenons une chose qui est à mon sens très intéressante. Quand on coupe un bras, quand on coupe une tête, quand on coupe une main, elle ne repousse pas. Donc, mettons-nous à l'abri de la violence. Cultivons la paix, la concorde et le vivre ensemble parce que le Togo est un trésor qu'il faut entretenir chèrement.
Merci beaucoup, directement, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Et nous remercions tous les auditeurs qui ont participé à ce programme, ceux qui ont tenté de nous joindre et n'ont pas pu, ceux qui nous ont envoyé des messages qu'on n'a pas tout lu. Merci quand même à vous pour votre confiance légendaire à la radio géniale. Merci à Emmanuel Afanagwe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi ancien irrigateur. Demain, si Dieu le veut, on se retrouvera pour la grande messe de vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Tout à l'heure, le journal, c'est avec Jean-Marie Leblanc. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.